Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver avec Claude Guéant qui a été, vous le savez, le principal collaborateur de Nicolas Sarkozy pendant des années, ministre de l'Intérieur. Alors, on va pas être grandiloquent, mais la situation est quand même très compliquée, voire même très grave. Sans parler pour l'instant de la polémique sur la guerre de civilisation, est-ce qu'on peut vraiment, en matière de sécurité contre le terrorisme, faire plus ? Bon, une chose est certaine que je voudrais dire avec conviction, il faut que les Français le sachent, c'est qu'il n'y a pas de risque zéro. Mais cela étant, à mon sens, on peut effectivement faire davantage que ce qui a été fait jusqu'ici, de ce qui est fait actuellement. Ça veut dire qu'il y a une solution qui est différente, parce qu'il faut être clair, que celle qui va être finalement interprétée par la loi sur le renseignement et par les forces de police et de sécurité en France. La loi sur le renseignement, c'est, disons, un pas supplémentaire pour doter nos services de renseignement d'outils d'écoute, de surveillance qui soient plus performants et plus assumés que ceux qui sont utilisés aujourd'hui. Et je ne conteste en aucune façon le volet terrorisme de la loi sur le renseignement. D'ailleurs, une grande partie de l'opposition l'a voté, cette loi. Oui, tout à fait. Je suis réservé sur les autres domaines, mais en ce qui concerne le terrorisme, je n'ai strictement aucune réserve. Il est légitime que dans la lutte que nous avons contre le terrorisme, nous puissions surveiller dans les meilleures conditions. Mais il y a bien d'autres volets de l'action, et le président de la République à Bruxelles la semaine dernière, alors qu'il s'apprêtait à rentrer en France, nous a dit que c'était l'action qui comptait. Et je crois que dans ce domaine de l'action, il faut être plus efficace. En ce qui concerne les donnez-moi, Claude Guéant, je vais vous donner des exemples. Oui, parce que pour les gens qui nous écoutent, on a l'impression qu'il y a une bataille politique et qu'au fond... Non, mais ce qui compte, c'est le fond. Ce qui compte, c'est le fond. Ils se disent, ils nous barbent avec ces histoires de vocabulaire. Bien sûr. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans cette affaire-là ? Alors, plusieurs choses. D'abord, en ce qui concerne l'efficacité des forces de police, il y a, je crois, à gagner. Le gouvernement, après les attentats du mois de janvier, a défini un plan de renforcement des effectifs de la DGSI, la Direction Générale de Sécurité Intérieure. Bon, moi je dis qu'il ne faut pas un plan sur 3 ans, il faut renforcer tout de suite. Et il suffit, pour renforcer tout de suite, de puiser dans les effectifs de police et de gendarmerie qui existent. C'est pas la peine d'attendre 3 ans ou 4 ans. Premier point. Deuxième point. Vous permettez que je vous interrompe sur ce point-là et vous développerez le deuxième après. Oui. Vous dites puiser, mais je vais vous prendre un mot qui ressemble. Ils disent déjà qu'ils sont épuisés par Vigipirate qui dure depuis le mois de janvier. Oui, c'est vrai que les forces de police, comme nos militaires... Même à l'Élysée, les gens qui s'occupent de la protection rapprochée du président de la République ont fait des papiers dans le Monde sous anonymat en disant qu'ils n'en pouvaient plus de travailler. Non, mais c'est vrai que les forces de police et de gendarmerie et les forces militaires sont très sollicitées, mais c'est l'une des propositions que je m'apprêtais à développer aussi. Je crois qu'il faut que les Français vivent avec la conscience que la menace va être longue, qu'elle va être durable et qu'elle est réelle et sévère. Et par conséquent, il faut que ce soit la France qui s'organise dans une posture de vigilance. Il faut que les fédérations professionnelles, les branches professionnelles, les établissements recevant du public s'organisent pour vivre davantage en sûreté. Dans l'Isère, dans cet endroit, c'était impossible. Comment prévoir qu'un type va décapiter son patron en arrivant sur une île ? Je vous l'ai dit, on ne peut pas effectivement écarter tous les risques. Et dans l'Isère, puisque vous citez l'exemple, bon, c'était une usine qui était protégée. Elle avait un portail. Ceci dit, ce Yassine Sali est entré au volant d'une voiture qui était accréditée. Et par conséquent, il y a des choses qui ne sont pas évitables. Et ça vous paraît normal qu'il ait été non suivi à partir de 2008 ? Parce qu'on a parlé de ça alors là, aussi. Vous m'empêchez vraiment de faire mes propositions alors que vous les appelez de vos voeux. Mais je n'ai pas perdu la mémoire. C'est un sujet très important et qui me permet effectivement de faire une proposition. Il se trouve en effet qu'aujourd'hui, on découvre que Yassine Sali a été dans le passé l'objet d'une fiche S, que cette fiche S n'a pas été renouvelée, mais on découvre aussi qu'il a fait l'objet de signalements en 2013, en 2014. Exactement. On découvre aujourd'hui des aspects de sa vie qui évidemment étaient connus hier aussi, avant qu'il ne commette cet attentat effroyable. Ce qui signifie qu'il faut qu'il
il y ait une autre dimension de la vigilance policière à l'égard des menaces terroristes. La DGSI ne peut pas surveiller de façon efficace, de façon opérationnelle, les quelques 2000 personnes qui doivent être suivies selon les propos même. Je fais une petite parenthèse et je vous laisse. Vous avez vu les propos d'Arnaud Danjean et d'ailleurs vous les connaissez. Ils disent que pour surveiller quelqu'un 24 heures sur 24, il faut entre 20 et 40 fonctionnaires. Moi je dirais qu'il faut entre 20 et 30, mais c'est donc complètement impossible. Voilà. C'est complètement impossible. Ce qui signifie que la DGSI ne pouvant pas surveiller 2000 personnes en France, il est clair qu'il faut mettre dans le coup, si vous me permettez l'expression, la police et la gendarmerie. Il y a des cibles qui sont à surveiller, qui peuvent être surveillées au plus près. Ça veut pas dire 24 heures sur 24, mais donner de temps en temps un petit coup de surveillance, un petit coup de sonde, se renseigner sur les fréquentations, voir des personnes dans les milieux professionnels. Ça, c'est à la portée. La question est de savoir si la lutte contre le terrorisme, la prévention du terrorisme, est une priorité. Si c'est une priorité, il faut impliquer l'ensemble des forces. Vous permettez que je vous pose des questions politiques là-dessus. Est-ce que, puisque ça, c'est ce qui s'est passé au mois de janvier, certains d'ailleurs l'ont regretté, est-ce que ce matin, Claude Guéant, vous dites finalement, moi je suis derrière mon gouvernement, parce que c'est le gouvernement de la France, Cazeneuve, Valls et le président de la République, même si vous êtes un opposant, comme vous l'avez été au mois de janvier, ou est-ce que vous considérez que vous n'êtes pas dans l'approbation de ce qu'ils sont en train de faire? Bon, il est clair que le gouvernement mène une action et que je crois responsable de dire nous soutenons les actions que le gouvernement mène contre le terrorisme. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec tout ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire que nous considérons que ce qu'il fait est suffisant. Et vous savez, on dit l'esprit du 11 janvier a disparu. Aujourd'hui, l'opposition critique. Mais il y a une belle raison à ça. Il y a une bonne raison. C'est qu'après le 11 janvier, le Premier ministre, les ministres compétents et notamment celui de l'Intérieur, ont dit nous allons demander des propositions aux différents partis politiques de notre pays et nous allons essayer de trouver un consensus. Nous avons fait des propositions. J'ai vu le ministre de l'Intérieur un samedi matin pendant 3 quarts d'heure. Bon, il n'a tenu aucun compte, ce gouvernement, des propositions. Vous voulez dire que Cazeneuve, vous ne l'avez jamais eu au téléphone depuis cette réunion? Non, mais je dis, il fait son métier. Moi, je n'ai pas de responsabilité. Non, mais il y avait responsabilité. Mais tout le monde se souvient, ceux qui nous écoutent, qu'à un moment, ils vous ont demandé... Nous avons fait des propositions. Il n'y a aucun compte qui en ait été tenu. Et c'est tout à fait dommage. Parmi ces propositions, il y en a qui sont extrêmement raisonnables, compréhensibles de la part des Français, et en plus qui ne portent en aucune façon atteinte à nos libertés. Premier point, par exemple, faciliter les expulsions des personnes de nationalité étrangère qui, en France, font des prêches pour le radicalisme, le djihad, etc. Je sais d'expérience que c'est extrêmement difficile. Le droit actuel ne le permet pas vraiment. Eh bien, faisons-le. Vous avez vu la proposition de Marine Le Pen, sortir tous les salafistes de France. Mais est-ce que c'est vraiment faisable puisqu'ils sont, disons, 20 000 Oui, c'est pas... Puis, enfin, il faut voir s'ils sont français. On peut difficilement sortir des gens qui ne sont que français. Mais je dis qu'il y a à améliorer le dispositif d'expulsion des personnes qui prêchent la haine et le djihadisme et le terrorisme. Premier point. Deuxième point, on s'évertue à organiser le recueil, le retour des personnes qui vont se livrer au djihadisme en Syrie, en Irak et commettent ou participent à la commission de crimes effroyables. Eh bien, je dis que si ces personnes ont 2 nationalités, une française et une étrangère, eh bien, il faut les priver de la nationalité française et ne pas accepter leur retour. Ce sont des choses sur lesquelles on peut parler quand même. Il y a un autre sujet qui, lui, est d'ampleur, mais de moyen terme. Vous terminez sur ce 3e point, parce qu'après, j'ai d'autres questions à vous poser. Moyen terme, voire long terme, qui est celui de... Guillaume Tabar le disait très bien, sa réflexion était très intéressante. Au motif du refus de l'amalgame, on a fait de toute discussion sur l'islam un tabou. On ne peut plus parler de l'islam sans être accusé de racisme, de je ne sais quoi. Bon, je pense qu'il faut assécher le terreau du radicalisme en demandant à nos compatriotes musulmans de définir une doctrine de l'islam en France qui soit parfaitement conforme à nos valeurs et à nos principes républicains. Et ça, nous avons le droit de le leur demander au nom de la volonté qui nous est commune de vivre en harmonie les uns avec les autres. La crise de la Grèce. Vous avez vécu la crise de 2008, il y a eu la crise des subprimes et celle de l'euro, donc au plus près de Nicolas Sarkozy. Encore une fois, est-ce que vous considérez, puisqu'il y a une réunion à l'Élysée à partir de 9h, que là, il va falloir aussi faire preuve de solidarité ou de défiance à l'égard du gouvernement? Car tous les journaux l'écrivent ce matin, tout peut exploser dans les 8 jours qui viennent. Oui, je crois que la caractéristique principale de la situation que nous affrontons, c'est que personne n'est en mesure de dire ce qui va se passer. Une chose est certaine, c'est qu'il faut toujours essayer de trouver un accord.
Bon, le référendum aura lieu. Vous vous rendez compte, il reste dimanche prochain. Ouais. Oui. Bon, c'est demain soir pour les dépôts de paiement et le référendum la semaine prochaine. Effectivement, à la fin de la semaine. Demain soir, effectivement, la Grèce doit payer 1,6 milliard au Fonds monétaire international. Mais enfin, s'il y avait quelques jours de retard, je pense que le FMI s'en relèvera. Je crois que ce qui compte maintenant, c'est la réponse du peuple grec. Si le peuple grec dit oui à l'accord, bon, on va à un accord et ça sera une excellente chose. Si le peuple grec dit non, alors là, c'est l'inconnu et ce sont des turbulences assurées. Des turbulences d'abord pour le peuple grec, parce que ça signifie que le gouvernement grec n'a plus les moyens de payer ses fonctionnaires, de payer les aides sociales, de payer les retraites, etc. Et le gouvernement grec sera bien en peine d'emprunter. Claude Guéant, pardonnez-moi, mais est-ce que vous considérez que si jamais la réponse au référendum est défavorable à Tsipras, il faut qu'il parte? Mais écoutez, parce que les Grecs, ils sont coincés entre la révolte qui est celle de la créance, et de l'autre côté, la peur que tout foute le camp. On attend 20 millions de touristes en Grèce. Oui, c'est vrai. Bon, écoutez, Tsipras, j'espère qu'il au moins expédiera les affaires courantes, parce qu'il faut quand même bien qu'il y ait un gouvernement dans un pays. Et le temps d'organiser des élections prend quelques semaines quand même. Hein. Mais cela étant, il peut y avoir, et je pense que c'est la raison d'être de cette réunion que le président de la République organise tout à l'heure, il peut avoir des conséquences aussi pour l'ensemble des pays. Les banques françaises sont peu exposées au risque grec. Elles se sont, ces dernières années, organisées pour lever leur exposition, qui pour certaines d'entre elles était grande. Mais il n'empêche qu'il y aura très certainement des répercussions sur les taux obligataires, par exemple, c'est-à-dire sur les conditions dans lesquelles nous empruntons. On peut penser que certains pays plus fragiles que d'autres, je pense à l'Espagne, au Portugal, à l'Italie, et la France n'est pas beaucoup plus forte, eh bien, auront des tensions sur les taux qui rendront leurs conditions de développement beaucoup plus difficiles. J'ai une dernière question, Claude Guéant. Tout se tient en Europe. Qui vous concerne à titre privé-public, disons. On a bien vu que pour les pays du Maghreb, la question du tourisme est devenue grave à cause du tourisme, à cause du terrorisme. Les gens n'y vont plus. Mon petit doigt me dit que vous allez aller en Grèce cet été. Vous maintenez votre voyage ou vous allez ailleurs? Écoutez, je vais le maintenir, oui, bien sûr. Je pense que les cartes de crédit en euros continuent à fonctionner en Grèce. Merci. Claude Guéant était notre invité ce matin, donc l'ancien ministre de l'Intérieur, sur l'antenne de Radio Classique et sur celle de LCI. On retrouve nos amis de LCI et donc Lucille Bréau sur l'antenne de Radio Classique. Donc bonne fin de semaine, c'est la canicule et bon voyage en Grèce. Alors, glisse